Ce que je vais peut-être faire, ouais, je vais mettre la caméra comme ça. Voilà. Ok. Donc, on va commencer par regarder le cours. Alors, il faut que je démarre encore un logiciel. Je suis désolé. Voilà. La caméra, normalement, ça doit être celle-là. Ah, mais là, vous n'en avez pas besoin de la caméra. Non, j'ai pas besoin de la caméra. Ok, voilà. Donc, on va maintenant prendre le cours. Et on va prendre le cours à la page 45. On s'était arrêté à la page 44 la semaine dernière. On s'était amusé avec le son. Et aujourd'hui, on va s'amuser avec la lumière. Ok? Alors, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Ça, c'est un truc que vous avez compris maintenant. C'est bon, la lumière est une onde électromagnétique. Ok? Mais les ondes électromagnétiques, c'est pas que la lumière. Hein? Vous vous souvenez de ce qu'on avait comme autre type de rayonnement qui sont électromagnétiques? Ouvrez vos micros un peu là. Ça recommence maintenant. Ouvrez, 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 ouvrez. Allez. Allez, ceux qui peuvent ouvrir vos micros, ouvrez-les. Oui, vous dites quoi? Vous dites quoi? Je dis ouvrez vos micros. Ouais, il est ouvert mon micro. Ouais, mais pas que toi, tout le monde. Enfin, ceux qui peuvent, ok? La question c'est... Parce qu'évidemment, si je parle et puis vous êtes en train de jouer à un jeu, ça sert à rien, quoi. La question c'était, la lumière est une onde électromagnétique, mais qu'est-ce qu'on a comme onde électromagnétique, ok? Et la réponse, vous l'avez dans ce tableau, par exemple, mais on peut consulter aussi d'autres tableaux qui sont peut-être plus visibles que celui-là. Ce tableau-là, il vous dit quoi? Ce tableau-là, il vous dit... Alors, attendez que j'essaye de trouver un feutre. Ok. Vous avez un axe ici dans ce tableau. Vous voyez cet axe-là. Cet axe-là, il vous donne la longueur d'onde. Et puis, à côté de cet axe, vous en avez un autre qui, lui, pointe vers le bas. Et qui vous donne la fréquence. Ok? Donc, ça, c'est la fréquence. Et puis, ça, cet axe-là, c'est la longueur d'onde. Vous voyez que les deux axes, il y en a un qui va vers le haut, un qui va vers le bas. Vous avez une idée de pourquoi? Non. Bah, c'est parce que quand la longueur d'onde augmente, la fréquence diminue. Ok? Vous avez cette relation-là, qui est la relation qu'on avait vue au tout début, qui donne la vitesse de l'onde. Ok? On avait vu qu'une vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Maintenant, si vous voulez caractériser une onde avec ça, la distance caractéristique pour une onde, c'est la longueur d'onde. Et combien de temps est-ce qu'il faut pour parcourir une longueur d'onde? Eh bien, par définition, le temps qu'il faut pour accomplir une longueur d'onde, pour accomplir tout un cycle de l'onde, c'est la période. Et la période, c'est 1 sur la fréquence. Donc là, ça vous donne lambda fois la fréquence. Avec ici cette notation nu qu'on utilise maintenant pour la fréquence. On a l'habitude de noter nu, ça c'est la lettre grecque nu. Ok, c'est le N de l'alphabet grec. On a l'habitude d'utiliser la lettre nu pour désigner la fréquence d'une onde électromagnétique. De manière générale, nu, c'est le symbole de la fréquence. Okay? Donc, on a cette relation où la vitesse de la lumière, c, qui est une constante, est égale à lambda fois nu. Okay? Et donc, comme le c est constant, si lambda augmente, nu doit diminuer. On est d'accord? Pour obtenir cette valeur-là, quand lambda augmente, nu diminue. Alors, c'est ce que vous voyez ici. Vous avez la longueur d'onde qui est minuscule ici. Vous savez ce que c'est, ça? Ah, pardon, vous ne voyez pas. Un FM, vous savez ce que ça veut dire? Non. Ça rappelle des souvenirs d'IDS. Ça, c'est un femtomètre. Un femtomètre. Un femtomètre, c'est 10 puissance moins 15 mètres. Ok?
ou du moins 18, je ne sais plus. Attendez, vous avez nano, nano c'est 10-9 mètres, pico 10-12, et puis oui, femto c'est 10-15. Okay, donc le femto c'est 10-15 mètres. Vous avez une idée de ce que ça représente, cette distance, 10 puissance moins 15 mètres? Ça, c'est le diamètre de quoi, typiquement? Vous avez une idée? 10 puissance moins 15 mètres, c'est le diamètre d'un proton. Okay, donc on est dans des distances très très petites, dans des longueurs d'onde très très petites. Évidemment, si la longueur d'onde est très très petite, vous aurez beaucoup de cycles sur une seconde, et donc la fréquence sera très élevée. Vous voyez qu'ici, la fréquence correspondante, elle est autour de 10 puissance 23 Hertz. Ok, donc ça, ce seront des rayonnements de très haute énergie, parce que plus la fréquence est grande, plus l'énergie transportée est grande. Et donc, ces rayonnements-là, c'est ce qu'on appelle les rayonnements gamma. Hein, c'est des rayonnements qui sont produits par les éléments radioactifs, mais les rayons gamma qui sont produits par les éléments radioactifs ne sont pas extrêmement énergétiques. Les rayons gamma les plus énergétiques, ce sont des rayons qui proviennent du cosmos, qui proviennent de sources astrophysiques, d'étoiles de quasars et de choses comme ça, qui émettent des rayons gamma à très très forte intensité. Okay, et heureusement, ces rayons gamma se désintègrent dans la haute atmosphère, et ils n'atteignent pas le sol directement. On a les produits de ces rayonnements qui arrivent au niveau du sol, parce que ça se désintègre en d'autres particules, mais on n'a pas les gamma qui arrivent sur Terre. Ça pose d'ailleurs un gros problème pour le voyage spatial à grande distance, c'est qu'on ne sait pas très bien comment les équipages vont résister aux rayons gamma dans l'espace pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça pourrait bien être une raison qui fait que le voyage spatial est difficile ou pas possible. On verra, on en saura plus dans quelques années. Okay, après, si vous augmentez la longueur d'onde, vous voyez que là, on est à 10 puissance moins 15 mètres, 10 puissance moins 12 mètres, 10 puissance moins 9 mètres. Là, vous arrivez dans des rayons qui sont un peu moins énergétiques, qui sont les rayons X. Alors, les rayons X, vous savez où ça s'utilise? Hein, ça s'utilise où, les rayons X? En médecine. En médecine. Alors, le rayon X, c'est un rayon qui est très énergétique sans être aussi énergétique que le gamma. Donc, il a suffisamment d'énergie pour traverser un corps humain. Okay, et puis, ce rayon X, il va traverser le corps humain, mais il va être absorbé de différentes manières par les différentes structures qu'il va rencontrer. Donc, si vous êtes, disons, sur une table en train de vous faire radiographier, supposons qu'on vous radiographie le torse. Oui, allez, prenons le torse. Donc, vous avez la colonne vertébrale là, vous avez les côtes qui partent comme ça, le sternum, le cœur, les poumons, puis qu'est-ce que vous avez encore? Ouais, en gros, c'est ça, quoi, à cette hauteur-là. Okay, vous faites une radiographie et vous allez retrouver une image sur votre radiographie qui ne va pas être évidente à lire. Okay, parce que votre source de rayon X, elle va être là, elle va être dessus. Et puis votre source de rayon, elle va envoyer des rayons dans les différentes directions à travers votre corps. D'accord? Puis les rayons qui arrivent là, eh bien, ils vont marquer la plaque photographique qui se trouve dessous là. Okay, donc sur cette plaque photographique, vous allez avoir une image qui contient des structures à plusieurs niveaux. Hein. Par exemple, ce rayon-là, il va être atténué par le morceau de côte qui est là devant et par le morceau de côte qui est là derrière. Donc sur l'image, vous allez voir des morceaux de côte qui sont superposés. D'accord? Ok? Allô, répondez un peu. Laissez ouvert. Ok? Donc sur une radiographie, un des problèmes de l'interprétation de la radiographie, et ça demande une bonne vision dans l'espace, c'est le fait que vous avez photographié avec une source ponctuelle et des rayons qui se déplacent en ligne droite, une structure qui est tridimensionnelle et qui est écrasée maintenant sur une image à 2 dimensions. Et donc cette radiographie, elle va être
elle peut être difficile à interpréter. Hein. Alors, on a eu l'idée, c'est d'ailleurs un physicien qui a eu cette idée et qui a gagné le prix Nobel de physique pour ça, de développer une autre technique de radiographie qui s'appelle le scanner. Ok, je ne sais pas si vous en avez déjà eu, vous êtes un peu jeune pour ça, à moins que vous ayez un problème. Le scanner, en anglais, ça s'appelle un CT scan. CT scan. Vous savez ce que ça veut dire CT? Non. CT, ça veut dire Computed Tomography. Ok, la tomographie, c'est le fait de faire une image d'un tissu. Je ne sais pas exactement ce que veut dire tomographie. Mais ce qui est important, et ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est sur ce terme de computed. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un scanner? Au lieu de se limiter à cette image-là, qui est pas claire et difficile à interpréter, quand on fait un scanner, si, disons, vous êtes là, de nouveau dans la même position, colonne vertébrale, les côtes, le cœur, les poumons, ok? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des images avec des sources qui se trouvent à différents endroits autour de vous, ok? Le scanner, il va prendre, je ne sais pas combien d'images, très honnêtement, puis j'imagine que ça dépend de la qualité de l'appareil aussi. Il va prendre un grand nombre d'images. J'imagine que c'est plusieurs dizaines d'images, ok? Qui va faire une radiographie depuis là, une depuis là, une depuis là, une depuis là, et ensuite des softwares qui prend les points sur les différentes images et qui les assemble, qui les réassemble sous la forme d'une coupe deux-dimensionnelle qui est reconstruite, ok? Donc dans l'image du scanner, vous avez vraiment les coupes du corps qui interviennent. Ok? On peut regarder par exemple. J'avais pas prévu de parler de ça, mais maintenant j'en ai envie. Alors, hein? Si on prend des images, vous voyez mon browser là? Ouais, ouais. Si on prend CT-Scan, et puis on va chercher des images, alors, ouais, mais moi, voilà, ok, cette image-là. Vous voyez, ça c'est une image du cerveau qui a été reconstruite à l'aide de toutes sortes de radiographies prises depuis des angles différents. Et le calcul qu'il y a derrière consiste à retrouver l'image de chaque point, et c'est un truc relativement compliqué qui a pris pas mal de temps à développer dans les années 70-80 par là autour. Ok, bon là il a un problème, je sais pas ce que c'est comme problème qu'il a là. Ça a pas l'air d'être une tumeur parce que c'est symétrique, hein. Montrant un petit hématome gauche avec une prise de contraste, ouais bon voilà. Et un infarctus du noyau codé gauche, ouais. Un infarctus du cerveau, c'est quand le cerveau n'a pas reçu assez de sang, puis il y a une partie qui meurt. Ok? Donc ça c'était pour les rayons X. Alors les rayons X, on les utilise de manière générale. Quelqu'un a posé une question? Je voulais demander, mais du coup une IRM c'est quoi? C'est la même chose? Alors non, c'est différent. L'IRM, je connais moins bien l'IRM. L'IRM, c'est une technique qui te permet de faire entrer en résonance certaines molécules. Je sais pas, très bien. Écoute, si tu veux, on regarde ensemble. Parce que très honnêtement, la technique de l'IRM, je la connais pas. Ok? Donc l'imagerie par résonance magnétique, qu'est-ce qu'on dit? Est un examen qui permet d'obtenir des vues en 2 ou 3 dimensions de l'intérieur du corps. Oui, mais comment se déroule? Non, mais ça c'est des informations pour les patients, c'est pas des infos techniques. Il y a sûrement, ouais, évidemment, maintenant il y a 300 000 sites. Si je regarde sur Wikipédia, parce que là, il y a tous les sites médicaux. Voilà. Alors, Wikipédia, qu'est-ce qu'ils nous disent? Une technique permettant d'obtenir des vues en l'IRM repose sur le principe de la résonance magnétique nucléaire qui utilise les propriétés quantiques des noyaux atomiques. Donc, on met en résonance certains noyaux atomiques.
Ok, par exemple, les noyaux atomiques d'eau, et comme la proportion d'eau n'est pas la même dans les différents tissus, on peut observer les différences entre tissus. Des champs magnétiques aussi, en plus faibles des radiofréquences, alors appliquées de façon... c'est un truc compliqué, l'IRM. Ok, c'est un truc qui n'a pas directement à voir avec les ondes... enfin oui, c'est des ondes électromagnétiques, mais l'IRM repose sur le principe que l'IRM nécessite un champ magnétique puissant et stable produit par un aimant supraconducteur qui crée une magnétisation des tissus par les ondes. Ça devient un peu compliqué à expliquer. Ok, je vous propose qu'on laisse tomber, mais effectivement, l'IRM, c'est un examen de choix pour toutes sortes de tissus mous. Hein. Puis on peut faire des coupes comme ça, on peut faire des reconstitutions 3D. Si vous avez une tumeur mal placée dans le cerveau, on va, avant l'opération, faire une reconstitution en 3D pour connaître exactement les limites de la tumeur, ce qui fait que quand on opère, on peut se diriger directement vers cette tumeur pour l'opérer. Bon, ok, donc j'étais là, maintenant je reviens à mon schéma, ok. Donc, on avait les rayons gamma, les rayons X. Après, quand on descend en énergie, bah, tôt ou tard, on arrive à des rayons de plus faible énergie qui sont les rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets, vous voyez que la longueur d'onde, elle est entre le micromètre et le nanomètre, donc entre 10-6 et 10-9, vers 10-7, 10-8, ok. Et la fréquence, elle est de 10 puissance 16 Hz, c'est quand même très très élevé. Et les rayons ultraviolets, ils sont un peu moins intenses que les rayons X, donc ils ne pourront pas traverser votre corps entier. Par contre, vous savez très bien que les rayons ultraviolets peuvent vous brûler la peau, parce que si vous restez longtemps au soleil, votre peau va être brûlée, vous pouvez en mourir des rayons ultraviolets, soyons clairs. Ok? Si vous restez toute la journée sur une plage sans crème et que vous êtes et que c'est la première fois de la saison, le soir vous avez une brûlure au 3e degré, vous êtes mort. Okay, donc c'est quand même des rayons qui sont relativement dangereux si on ne maîtrise pas la durée et l'intensité. Et puis après, vous avez une toute petite zone. Donc cette toute petite zone, elle est ici. Okay, c'est une toute petite région du spectre électromagnétique. Et cette toute petite région, c'est la région où on trouve la lumière visible. Donc dans des longueurs d'onde qui sont de l'ordre du micromètre, voire un peu plus, un peu moins, et d'une fréquence qui est de l'ordre de 10 puissance 15 Hz. Okay, et cette petite portion du spectre, pour qu'on la voit un peu mieux, on l'a agrandie ici. Hein. Vous voyez ces deux lignes là, tac comme ça et tac comme ça. Ça veut dire que ça, c'est un agrandissement de cette toute petite région là. Hein? Et dans la lumière, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez les couleurs que vous connaissez, c'est-à-dire la couleur la plus énergétique qui est le violet, c'est celle qui a la plus haute fréquence et la plus longueur d'onde, et puis ensuite bleu, vert, jaune, orange, rouge, et le rouge, c'est celle qui a, la couleur rouge, c'est celle qui a le moins d'énergie, ok, et la plus haute longueur d'onde, ok. Donc là, vous avez vos couleurs de l'arc-en-ciel, vous avez les différentes couleurs qui sont possibles, et on verra que selon les sources, vous émettez plus ou moins des différentes couleurs, etc. Alors, l'ultraviolet, il vient après le violet. Le violet est là, et puis en dessus, on a l'ultraviolet. Eh bien, en dessous de la lumière visible, on a l'infrarouge. Okay, ça veut dire en dessous du rouge, l'infrarouge. D'accord? Donc, la lumière se termine là. En dessous de la lumière, vous avez l'infrarouge. Il y en a où de l'infrarouge dans votre vie courante? Vous avez un exemple de l'infrarouge? Les militaires. Ouais, qu'est-ce qu'ils font les militaires pour détecter les ennemis, tu veux dire? Ouais, ils ont des lunettes infrarouges. Voilà, parce que tous les corps chauds émettent des rayons infrarouges. Donc si on arrive à
à attraper ces rayons infrarouges, on peut voir où se trouvent des êtres humains ou des animaux à sang chaud. D'accord? On ne verra pas les serpents et les reptiles, évidemment. Hein? Pour prendre un exemple plus précis, dans la cafétéria, à l'endroit où ils mettent les plats pour attendre que les gens les prennent, il y a des lampes à infrarouge qui gardent les plats chauds. C'est un truc qu'on trouve couramment dans les buffets, etc., pour garder les aliments chauds. Vous pouvez aussi en mettre dans votre terrarium. Si vous avez un lézard qui aime la chaleur, vous allez mettre dans le terrarium une lampe à infrarouge qui va chauffer le lézard, et le lézard il va se mettre dessous, et puis il va rester comme ça au chaud, et il sera très content. Et puis après, quand vous descendez encore en énergie, vous descendez en fréquence, vous montez en longueur d'onde, vous avez les micro-ondes, toutes les ondes radio, des Natel, etc., etc. Vous avez la télévision, vous avez la radio. C'est l'écho de ma voix, ce bruit. Vous avez la radio, et puis dans les toutes basses fréquences, vous avez les courants alternatifs. Alors comment est-ce que vous comprenez ça, les courants alternatifs? C'est quoi les courants alternatifs? Vous savez que dans les prises électriques, on a un courant qui n'est pas un courant continu, mais c'est un courant qui change de sens, et il fait ça 50 fois par seconde. C'est pour ça qu'on dit que le courant est à 50 Hz. Donc la fréquence la plus faible qu'on vous représente là-dessus, c'est celle d'un courant alternatif. Là c'est 100 Hz, 50 Hz ce serait par là, quoi. D'accord? Mais le courant alternatif, c'est pas vraiment une onde électromagnétique. Oui, ça peut produire une onde électromagnétique, mais c'est pas vraiment une onde électromagnétique. D'accord? Alors, ce spectre électromagnétique, vous pouvez le voir de différentes manières. Là, j'en ai plusieurs exemples. Si vous tapez Spectreum, vous trouvez des choses comme ça en couleur. Il y a différentes illustrations de la même chose. Cette illustration-là est pas mal. Ok, elle est un peu plus colorée. Oh là 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 là. Elle est un peu plus colorée que celle qu'on a dans le cours. Et donc vous retrouvez les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio, et puis les ondes longues. C'est donc les ondes radio des émetteurs à ondes longues. Et plus vous allez vers la droite, plus l'énergie de ces ondes est faible. Et puis là, quelque part au milieu, vous avez ce spectre visible qui va du bleu au rouge en passant par le vert et le jaune. Alors, la raison pour laquelle on appelle ça le spectre visible, c'est parce que nos yeux sont faits pour voir ça. Okay? Nos yeux se sont développés au cours de l'évolution pour nous donner la possibilité de voir ces couleurs-là. On n'a pas la possibilité de voir l'UV, on n'a pas la possibilité de voir l'infrarouge. Probablement que l'avantage qui était donné à d'éventuels mutants qui pouvaient voir ces couleurs n'était pas suffisant pour que ces mutants deviennent dominants par rapport aux autres. Okay, donc on a... Les X-Men en fait. Pardon? Non, rien. Ouais, mais si tu veux, dans la théorie de l'évolution, c'est toujours la même histoire. Tu as des mutations qui se font au hasard, et puis ensuite, les mutations qui sont plus favorables, qui donnent à l'individu un avantage sur les autres, elles sont observées parce que ces individus-là vont se développer plus. Ok? Et puis ceux qui ont des mutations qui sont moins bonnes, ils ne vont pas se développer. Là, il faut croire que ceux qui ont eu des mutations avec des spectres visibles différents, ils n'ont pas eu vraiment un avantage par rapport aux autres, et donc ça ne sert à rien. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'animaux qui voient tellement dans ces domaines-là. Il y a peut-être un peu les chauves-souris, mais c'est quand même assez particulier, les chauves-souris. La plupart des animaux voient les mêmes couleurs avec des acuités différentes. Ok? Donc, souvenez-vous bien de ce spectre électromagnétique. Souvenez-vous du fait que tous ces rayonnements, gamma, X, UV, infrarouge, ondes radio, etc., c'est tous des rayonnements de même nature. C'est un champ électrique et un champ magnétique qui battent à une certaine fréquence.
Et puis, la différence de fréquence fait que ces rayons ont des effets différents, et donc on leur a donné des noms différents. D'accord? Bon, maintenant, on vous dit que tout mouvement ou vibration de charge émet des ondes électromagnétiques. Là, je suis en bas de la page 45. Alors, pour ça, je voulais vous montrer une petite chose. On a... Où est-ce que je l'ai mis, ce simulateur? Ah oui, c'est celui qui est derrière, là, parce qu'il ne s'ouvre pas comme les autres. Bon, allez, je fais comme ça. Mais, sauf erreur, il est là en bas. Non, il est où? Tout à l'heure, il s'est ouvert. Tac. Ah oui, 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 il s'ouvre là en bas. Ok, tac, comme ça. Ça, c'est un petit simulateur tout bête, mais ça donne l'idée pour vous expliquer la génération d'une onde électromagnétique. Donc là, vous avez un modèle avec une antenne émettrice, ça c'est une station de radio. Vous voyez bien l'image? Là, vous avez une station de radio, ok, qui est faite, et fréquence 98.7. Alors la fréquence de la FM, essayons de la retrouver dans notre échelle. 98.7 MHz, vous savez que les fréquences des stations de radio sont données en mégahertz. Vous avez déjà entendu ça? Ouais. C'est en mégahertz, ok? Donc c'est 98,7 millions de hertz, ok? Donc si je me situe, si je reviens sur mon spectre ici, 98,7, je suis désolé, il faut que je retourne dans ce machin. 98,7 millions de hertz, c'est où à peu près? 98,7 millions. Ça fait 98 par 10 puissance 6. 10 puissance 6, c'est là. 10 puissance 7, c'est par là. 96 par 10 puissance 6, ça fait 9 par 10 puissance 7, ça fait presque 10 puissance 8. Vous voyez qu'on est là, dans le domaine de la FM, la modulation de fréquence. Je peux vous dire ce que c'est la modulation de fréquence si vous voulez. Et donc, notre station de radio, elle émet à cette fréquence-là. Ok? Alors, si on veut qu'elle émette à cette fréquence-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il est passé où, mon machin de tout à l'heure? Pourquoi ça a disparu? Ah! Il est où, ce truc? Ça, c'est Block Body, c'est celui-là. Ah, voilà, il faut que je le rouvre là en bas. Je sais pas pourquoi il s'est fermé. Voilà. Donc maintenant, là, j'ai une antenne. Et puis, comment est-ce que ça fonctionne, une antenne? Ben, on vient de vous dire que le champ magnétique est créé par des charges électriques en mouvement. Donc, quand je secoue mon électron, eh bien, vous voyez, là, on vous illustre ça, que ça génère des ondes électromagnétiques. Le mouvement des électrons dans l'antenne va générer des ondes électromagnétiques. Et ces ondes vont se propager, par exemple là, jusqu'à une station réceptrice. Et si vous regardez l'électron qui est représenté là, eh bien, vous verrez que quand je donne des impulsions comme ça, maintenant, l'onde électromagnétique, elle va faire bouger cet électron. Et donc ça va résulter dans un minuscule courant sur le bout de l'antenne. On va amplifier ce courant et on va ensuite pouvoir le décoder et entendre ce qui passe à la radio. Ok? C'est très très simplifié, mais en principe, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Les ondes radio. Ok, mais maintenant, là, je vous ai montré un électron qui vibre. Qu'est-ce qui se passe si on considère que tous les électrons vibrent? Parce que vous savez bien que dans un corps à une certaine température, à cause de l'agitation thermique, les électrons, ils bougent tous. Ok?
il bouge à cause de l'agitation thermique. Et donc ce mouvement de charge électrique, ça va générer un rayonnement électromagnétique qui est relié à la température du corps. C'est ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Là, il faut que je vous explique un petit peu ce que c'est le corps noir. Un corps noir en physique, donc en deux mots, corps noir. Un corps noir en physique, c'est un corps qui est noir, donc il absorbe tout le rayonnement électromagnétique qui arrive sur lui, et puis il émet un rayonnement électromagnétique qui est uniquement en fonction de sa température. Okay? Donc en regardant l'émission d'un objet qui est chauffé à une certaine température, on peut deviner sa température. On peut estimer sa température. Alors, je vous ai pris ici une simulation. C'est un tout petit peu compliqué. Okay? Là, vous avez l'exemple d'un rayonnement de corps noir. Ça, c'est l'intensité. Prenez ça comme l'intensité. Vous embêtez pas avec tous ces trucs, vous prenez ça comme l'intensité. Et ici, c'est la longueur d'onde. Et là, vous avez le rayonnement corps noir du Soleil. Okay? Le Soleil, donc vous considérez qu'il absorbe tous les rayonnements qu'il reçoit et qui n'émet qu'en fonction de la température. Eh bien, si c'est bien le cas, et donc l'intensité, elle est comme ça, et vous voyez que le maximum d'intensité d'émission pour le Soleil, il est dans le spectre visible. C'est pour ça que le Soleil, il est blanc, parce que le Soleil est à peu près de la même manière, toutes les couleurs du spectre visible. Si maintenant je vais dans des températures plus élevées, par exemple là, je vais aller vers une étoile, je regarde la température d'une étoile qui s'appelle Sirius A. Alors, je vais essayer maintenant de rapetissir un petit peu ce graphique. Alors, c'est un peu compliqué à voir, mais ce que vous voyez peut-être maintenant, c'est que le sommet de cette courbe rouge, qu'on ne voit pas là-haut, il s'est déplacé un peu vers la gauche. Okay? Sirius, c'est une étoile qui a une température de 9950 degrés, le Soleil 5850. Si on descend maintenant vers une source lumineuse, une ampoule à incandescence, vous voyez que le sommet de la courbe, là, il est plus vers le rouge. Donc une ampoule à incandescence, elle aura tendance à fournir une lumière plus chaude que le Soleil ou que des étoiles comme Sirius. Je ne suis pas tout à fait convaincu de la qualité de ce simulateur, mais bon. Graph values, labels, ouais, ça ne nous sert pas à grand chose. Donc, je vais revenir au cours avec ça, et puis on va regarder 2-3 choses. Alors, tac, le cours. Ok. Donc, on vous dit ici, on vous dit en bas de la page 45, puisque les atomes vibrent à cause de l'agitation thermique, les électrons et protons de la matière émettent des ondes électromagnétiques, et en conséquence, tout corps émet des ondes électromagnétiques, puisque tout corps a une certaine température, et ça donne une radiation qui dépend de la température. Donc un corps à 0 degré, 0 degré centigrade rayonne avec un rayonnement qui correspond à l'infrarouge, et le Soleil, qui a une température de surface d'environ 5500 degrés, rayonne avec un maximum d'intensité autour du jaune et du vert. Okay? Et ça nous donne par mélange une lumière blanche. Ce qui est plus intéressant à observer, c'est les différences que vous avez entre les différentes lampes. Et ça, c'est un truc que vous ne remarquez pas, parce que notre œil n'est pas sensible au spectre de la lumière. On ne voit pas beaucoup de différences entre les spectres de la lumière. Okay? Mais maintenant, si vous regardez ces différents spectres-là, vous voyez ici le Soleil, vous voyez ici une lampe à incandescence, donc une lampe à filament, ces lampes qui maintenant sont interdites, un tube néon, une lampe à LED, une fluo compacte entrée de gamme, bon, c'est un néon, et une fluo compacte haut de gamme,
c'est ce truc-là. Regardez la différence qui existe entre ces spectres. Okay, ces spectres, c'est quoi? C'est toute la lumière qui va du violet jusqu'au rouge. Hein. Là, c'est le violet, là, c'est le rouge, là, c'est le violet, là, c'est le rouge. Donc, c'est la même échelle partout. Et puis, la hauteur de la courbe, là, elle vous donne l'intensité. Vous êtes toujours avec moi? Ah ouais, on suit. Ok. Donc, ce que vous observez, c'est que la lumière du soleil, elle est très homogène. Vous avez pratiquement la même intensité dans toutes les longueurs d'onde de la lumière visible. Okay, l'ensemble de tout ça, ça fait du blanc, on le verra tout à l'heure, mais vous avez dans cet ensemble à peu près la même quantité de rouge, de jaune et de vert, et puis de bleu et de violet. Okay, si vous prenez une lampe à incandescence, ben, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que il y a très peu de violet, très peu de bleu, et qu'elle éclaire plus dans le rouge et dans le jaune. Okay, alors en termes courants, on dit que c'est une lumière plus chaude. Okay, pourquoi plus chaude? Parce qu'il y a plus de rouge. Si vous éclairez quelque chose en rouge, il aura l'air plus chaud, plus chaleureux. Si vous éclairez quelque chose en bleu, ça va avoir un aspect beaucoup plus froid, beaucoup plus dur. Okay, mais faites attention quand même. Si vous éclairez quelque chose et que ce quelque chose a besoin de bleu et de vert et que vous l'éclairez avec une lampe à incandescence, ben vous ne lui fournissez pas beaucoup de bleu et de vert. Donc il faut faire attention selon ce qu'on éclaire. Si vous prenez un tube néon, c'est encore pire. Le tube néon, c'est la pire des lumières. Hein. Le tube néon, ça vous donne une pointe dans le bleu, une pointe dans le vert, une pointe dans le jaune, une espèce de pointe dans le rouge, mais vous voyez que le spectre, il n'est pas du tout comparable au spectre de la lumière solaire. C'est pour ça que si vous essayez un habit dans un magasin qui est éclairé au néon, vous ne voyez pas sa vraie couleur. Et tous les gens qui s'y connaissent un peu, quand ils veulent voir la vraie couleur d'un habit et qui sont dans un magasin, ben ils vont vers la porte et ils regardent la couleur de leur habit à la lumière du soleil. Parce que la lumière du soleil vous donne les vraies. Alors que ça vous donne la couleur que votre habit aura quand vous vous promènerez dans la rue. Par contre, si vous le regardez dans le magasin, à cause des couleurs qui sont contenues dans la lumière du néon, vous allez voir une lumière qui est fausse. Et une couleur qui est fausse. D'accord? Vous avez déjà fait ça, mesdemoiselles? Vous saviez ça? Allô? Vous saviez qu'il fallait sortir du magasin pour voir la vraie couleur si vous êtes éclairé au néon? Non. Non. Voilà, ça fait partie des nombreuses choses importantes que je vous enseigne. Vous allez payer un supplément, je vous l'ai déjà dit. Ok. Après, vous pouvez trouver d'autres sources de lumière. Par exemple, fluo compact haut de gamme. Eh bien, si vous n'avez pas besoin du vert, mais qu'il vous faut du rouge, du jaune et du bleu, c'est pas mal. Ok. Ce genre de lampe, vous pensez que c'est bien pour quoi, par exemple? Est-ce que vous pensez que ce genre de lampe, elle est bien pour les plantes? C'est une question un peu compliquée, ça. On en reparlera après. Est-ce que vous pensez que ça, c'est bien pour les plantes? Remarquez qu'il y a peu de vert. Hein? Vous pensez que c'est... Non, je pense que c'est pas bien. Toi, tu penses que c'est bien d'éclairer une plante en vert? Non, je pense pas que c'est pas bien. Non, je pense que c'est pas bien, je veux dire. Pourquoi tu penses que c'est pas bien? Parce que, vu qu'il n'y a pas beaucoup de verre, après les plantes elles peuvent pas. Enfin, je sais pas, moi je me dis, il n'y a pas beaucoup de verre alors que les plantes elles sont vertes. Ça doit pas aider quoi. Alors, le modèle qu'on va voir tout à l'heure, le modèle des couleurs, mais je vous le donne déjà un peu. Ok. Vous avez une source lumineuse qui émet du rouge. Ouais, je vais essayer de vous représenter les couleurs. Ok, vous avez une source lumineuse comme le soleil qui émet toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors là, j'ai pas les couleurs qu'il faut, mais je vous ai fait ça avec du rouge, du bleu, du vert. Ok. Et puis là, vous avez une plante et votre plante, elle est verte. Ok, on va dire que c'est une plante sans fleurs. Pourquoi elle est verte cette plante? Hein? Vous êtes là, ouais, à cause de la chlorophylle, d'accord, mais pourquoi est-ce que vous voyez cette plante
verte? Parce qu'elle absorbe la lumière verte. Non, elle absorbe le rouge et le bleu. Si elle absorbait la lumière verte, tu la verrais pas, la plante. Ok? Ah ouais. Ouais. Ce que la plante, elle fait, c'est que elle absorbe toutes les autres couleurs, sauf la verte. Et la verte, elle la réfléchit vers ton œil. C'est pour ça que tu la vois verte, la plante. Ok? Mais le fait que tu vois la plante verte, ça signifie que la plante n'absorbe pas le vert, qu'elle le réfléchit. Donc, si tu éclaires une plante avec que de la lumière verte, elle va crever ta plante. Parce que c'est comme si tu l'éclairais pas. Ok? Donc, si tu veux éclairer une plante et qu'elle pousse bien, bah, tu l'éclaires avec du bleu, du rouge, du jaune, ce que tu veux, mais pas du vert. D'accord. Ok? Donc, cette lumière-là, elle conviendrait bien pour les plantes. Parce qu'il manque du vert dans le spectre, mais on s'en fout. La plante, elle n'en a pas besoin du vert. La plante, elle a besoin de jaune, de rouge et de bleu, donc c'est bon. Ok? Voilà, puis après, vous avez encore d'autres types de lampes. Alors, les fluocompacts, je ne connais pas bien, franchement, je ne sais pas très bien ce que c'est. Mais c'est juste pour vous montrer que vous avez toutes sortes de spectres différents. Et que si vous éclairez quelque chose avec des besoins particuliers, vous devez faire attention à la source de lumière que vous utilisez. Si par exemple, vous avez un aquarium de mer, dans un aquarium de mer, l'éclairage est très important. Il vous faut une source de lumière de bonne qualité, parce que sinon, vos poissons et vos coraux, ils vont pas aller bien. Hein? C'est une de leurs sources d'énergie principales. Donc faites attention aux sources de lumière que vous utilisez, et puis si vous n'êtes pas sûr, bah, regardez le spectre, et puis voilà. Ok, donc ça c'était une chose. Ensuite, l'œil. Vous savez comment ça se passe, l'œil, vous avez déjà vu ça en biologie. Quel est le fonctionnement de l'œil, vous avez vu comment ça se passe? Bon, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que donc au fond de l'œil, sur la rétine, vous avez deux types de récepteurs. Alors vous avez un système optique avec la cornée qui dévie déjà un peu les rayons. Ensuite, le cristallin qui, lui, joue le rôle de lentille qui va focaliser ou défocaliser les rayons. Et puis, l'image se forme sur la rétine. Alors, quand je dis l'image se forme sur la rétine, ça veut dire que si j'ai un objet qui est là, ok, chaque point de l'objet va avoir une image ponctuelle sur la rétine. Si je veux que ce gars-là soit vu correctement au fond de l'œil, eh bien, il faut que le sommet de sa tête donne lieu à un point précis sur la rétine. Il faut que son nombril donne lieu à un autre point précis. Il faut que le bout de ses pieds donne lieu à un autre point précis. Et donc là, pardon, c'est comme ça, on aura notre bonhomme. Et en raison de la géométrie de l'optique de l'œil, le bonhomme, il apparaît à l'envers au fond de la rétine. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà entendues. Les images se forment à l'envers au fond de la rétine. L'œil est fait comme ça. Et puis notre cerveau, il a l'habitude, donc il redresse l'image et on voit les choses droites. Et au fond de la rétine, vous avez deux types de récepteurs. Okay, vous avez un type qu'on appelle les bâtonnets. Vous avez déjà fait tout ça ou pas? Allô? Non. Vous avez jamais vu ça? Non, je crois pas. En plus, on est en biochimie, moi je comprends pas. C'est étonnant. Non, sérieusement, vous avez jamais vu l'œil? Bah, enfin, perso, je l'ai vu au cycle. Ah, au cycle, ouais. Donc, au fond de l'œil, vous avez deux types de récepteurs. Vous avez les bâtonnets, ok, qui ne sont pas sensibles à la fréquence. Alors, les bâtonnets, c'est ces trucs-là, les bâtonnets. C'est ça, les bâtonnets, ok. Ils sont situés avant les cônes. Ce sont des cellules qui sont très sensibles. Non, pardon, c'est ici. Pardon, j'ai dit des conneries. Les bâtonnets, c'est ça, là. Ces structures allongées. Puis les cônes, c'est ces machins en forme de piment. Hein. Les bâtonnets, ils ne sont pas sensibles à la fréquence. Ils sont juste sensibles à l'intensité. Comme ils ne sont pas sensibles à la fréquence, ça veut dire qu'ils ne vous permettent pas de voir les couleurs. Par contre, ils sont très sensibles.
Donc les bâtonnets, c'est ce qui vous permet de voir la nuit quand l'éclairage est faible. Et vous savez bien que la nuit, quand l'éclairage est faible, vous ne voyez pas les couleurs. Hein? C'est pour ça qu'on dit la nuit tous les chats sont gris. Bah oui, effectivement, en vision nocturne, on n'a que les bâtonnets qui marchent, qui sont optimisés pour la sensibilité, mais pas pour la fréquence, et donc on ne voit pas les couleurs. Et puis, la journée, quand vous avez suffisamment de lumière, il y a des différences de luminosité immenses, nos yeux y compensent, okay, mais la différence de luminosité entre la nuit et le plein soleil, c'est gigantesque. Et donc dans ce cas-là, on a les bâtonnets qui, eux, sont moins sensibles, mais qui, par contre, reconnaissent les couleurs. Ok? Bon, ça, alors maintenant, il y a l'histoire de corps noir. Donc ça, je vous ai déjà expliqué. Je voulais vous montrer aussi ce qu'on entend par lumière chaude, lumière froide. Hein, quand vous allez acheter des LED, vous êtes déjà allé acheter des LED pour mettre chez vous? Non, c'est vos parents qui font l'éclairage. Quand vous achetez des LED, vous pouvez acheter des LED blanc froid, blanc chaud. Des fois, vous avez du blanc neutre, il n'y a pas toujours. Ok? Et là, j'ai 3 images, bon, qui ont un peu souffert pendant la copie, etc. Mais là, vous avez un blanc chaud qui est beaucoup plus rouge. Et là, vous avez un blanc froid qui est beaucoup plus bleu. Ok? Ben oui, le blanc chaud, il correspond à une source qui est plus chaude, donc à une distribution de corps noir qui va être plus centrée sur les rouges, etc. Ça va vous donner quelque chose de plus rouge, donc ce sera plus chaleureux. Et puis, le LED froid, ce sera une distribution de corps noir qui sera plus centrée sur le bleu. Donc, ça va donner du bleu, et je peux vous assurer que c'est horrible. N'achetez jamais du blanc froid pour la maison. Moi, j'ai l'ampoule de ma salle de bain qui a pété, puis la seule ampoule que j'avais à la maison, c'était du blanc froid. Mais quand on entre dans ma salle de bain, quand j'allume la lampe, on a l'impression d'entrer dans une chambre mortuaire. C'est monstrueux, c'est sinistre. Donc, faites attention avec le blanc froid. Évitez pour les intérieurs. Okay? La température de couleur du soleil, c'est à peu près 6000 degrés, je vous l'ai dit. Celle d'un tube néon, c'est à peu près la même. Donc, et ça vous montre qu'il ne faut pas confondre la température de couleur avec la température du néon lui-même. Le néon lui-même, il est à 50-60 degrés centigrades. Par contre, la température de couleur du néon est de 5000 et quelques. Une ampoule ordinaire, c'est 2600. Donc, elle émet plus de rouge, c'est ce qu'on a dit. Une bougie, c'est 1800, elle émet encore plus. Une lampe halogène, 4000, celle d'un flash 6000. Après, vous avez peut-être toutes sortes de lampes spécifiques qui ont des différentes couleurs. Et puis ici, pour une LED, vous voyez que le blanc chaud, c'est une couleur froide, donc c'est quelque chose de plus vers le rouge. C'est plus à basse fréquence. Le blanc neutre, c'est intermédiaire. Et le blanc froid, ce sont des températures de couleur élevées qui comprennent plus de bleu que les températures froides. Donc si vous voulez une température de couleur qui soit agréable, ok, vous pouvez taper dans 3000 à 4000 Kelvin, vous aurez une lumière qui est relativement chaude, qui contient pas mal de rouge et de bleu. Ok? Questions jusque-là? Commentaires? Non? Non. Ok. Alors, on va encore regarder les histoires de couleurs et de filtres. Ça, c'est peut-être des choses que vous avez fait au cycle. Normalement, ça se fait au cycle, la vision des couleurs. Ok. Alors, la vision des couleurs, pour vous expliquer ça, il faut que je commence avec une remarque. Hein. Vous avez, du point de vue de la vision des couleurs, 2 types d'objets. Vous avez des objets lumineux. Alors, les objets lumineux, ce sont des objets qui émettent de la lumière. Donnez-moi des exemples d'objets lumineux. Oui, enfin, vous n'êtes pas neuneux non plus. L'objet lumineux, c'est le soleil, c'est une lampe, c'est une lampe de poche, c'est un rétroprojecteur. Tous les objets qui produisent de la lumière. On appelle ça des objets lumineux ou des sources, si vous voulez aussi.
Et puis après, vous avez des objets qui ne produisent pas de lumière, mais on les voit quand même. Alors comment est-ce qu'on les voit, ces objets, hein? Si mon œil est là, comment est-ce que je vois cet objet-là et comment est-ce que je vois sa couleur? On l'a dit tout à l'heure, mais je vais le redire maintenant, hein. Vous avez les différentes couleurs qui arrivent depuis votre source lumineuse. Vous avez différentes couleurs. Oh, vous avez vu comme je suis fort, hein? Ouais. Vous avez différentes couleurs qui arrivent sur cet objet. Puis supposons maintenant que cet objet, on le voit rouge. Qu'est-ce qui se passe du point de vue des couleurs qui arrivent là, hein? Je ne vous le fais pas vert comme tout à l'heure, je vous le fais rouge cet objet. Qu'est-ce qui se passe avec les couleurs? Il y a le bleu et le vert qui sont absorbés. Voilà, le bleu et le vert, ils sont absorbés, donc ils vont déposer un peu d'énergie dans le corps. Et puis le rouge, le rouge, il est ce qu'on appelle diffusé. Ok? Donc si on voit cet objet rouge, c'est pas parce qu'il est rouge. La couleur des objets, elle dépend de l'éclairage. Ok? Définir la couleur d'un objet quand il est dans le noir, c'est quelque chose d'un peu bizarre. Ok? Parce que la couleur d'un objet dépend de l'éclairage, et si les différentes couleurs ici ne sont pas les mêmes que le soleil, et bien la couleur de votre objet, elle sera différente. Ok? Donc cet objet, il apparaît rouge parce qu'en fait, il n'aime pas le rouge. Il n'aime pas le rouge, il ne l'absorbe pas, il le repousse, et donc, nous, on le voit rouge. Ok? Mais c'est pas comme si un objet lumineux était rouge. Si vous avez un objet lumineux qui est rouge, par exemple, vous prenez une lanterne et puis vous mettez un papier semi-transparent rouge autour, ok? Eh bien, à ce moment-là, cet objet, il va émettre du rouge dans toutes les directions. D'accord? Maintenant, vous allez m'expliquer ce qui se passe si ici, je mets un objet qui normalement est vert. Ok, on va dire que cet objet-là, quand je le mets au soleil, il est vert. Et qu'est-ce qui se passe si je l'éclaire avec du rouge? Je vais le voir comment, moi? Si j'ai mon œil là, je vais le voir de quelle couleur cet objet, vous pensez? Pas évident, hein? Souvenez-vous des règles. Si cet objet est vert, entre guillemets, au soleil, ça veut dire qu'il absorbe le vert. Pardon, excusez-moi. Ça veut dire qu'il reflète le vert, qu'il diffuse le vert, et qu'il absorbe les autres couleurs. Alors le rouge, il va faire quoi, le rouge? Il va être absorbé. Il va être absorbé, ok? Du vert à diffuser, il n'y en a pas. Il n'y a que de la lumière rouge. Donc cet objet qui, à la lumière du soleil, vous semblait vert, eh bien, si vous le regardez dans une lumière rouge, il sera noir. Enfin, il n'émettra pas de couleur. Vous le verrez noir, et le noir, c'est l'absence de couleur. Alors, j'ai pas ce qu'il faut comme lumière pour faire ça, mais vous pouvez peut-être essayer avec votre téléphone. Pas penser à télécharger, je ne vais pas me mettre à le faire maintenant. Où vous voulez que je le fasse. Il existe des lampes de poche qui peuvent avoir des couleurs différentes. Mais écoutez, je vous laisse jouer avec. Vous voulez que je le fasse? Allez, je vais le faire. Alors, App Store. Qu'est-ce que je vais taper? Je vais taper Lamp Colors. Je me souviens qu'il y avait une lampe de poche comme ça, avec les couleurs. Philips Hue, c'est pas ça. Lampe de poche veilleuse, vision nocturne. Night Light. Je suis désolé, non, j'aurais dû. Light Plus. On va voir.
en espérant que ça prenne pas 3 jours à installer. Je vais me mettre sur un Wi-Fi plus rapide. Oh, je suis déjà sur un Wi-Fi rapide. Alors, tac. Ah voilà, c'est là. Ok. Ouais, c'est très joli, mais j'arrive pas à faire quoi que ce soit. Voilà, ça c'est toujours... Ah! Ok. Donc là maintenant, vous voyez, j'ai cette lampe de poche où je peux changer les couleurs. Ok. Donc, allez, on va prendre... Mauvais exemple, mais c'est le premier truc rouge qui m'est passé sous la main. Vous avez du rouge là-dessus. Malheureusement, il y a de la lumière blanche. On va essayer de voir ce que ça donne si je l'éclaire en rouge. Non, on a trop de lumière. Non, non, ça marche pas. Ça marche pas. Ah, c'est même pas en rouge en plus. Et là, si j'avais mieux lu le mode d'emploi au début, ça aurait été mieux. Hein. Voilà, là j'ai un éclairage rouge. Non, on voit rien, on voit rien. Je suis désolé, c'était pas une bonne idée. On va laisser ça comme ça, et puis vous essayerez ça chez vous. Alors, on a donc les sources lumineuses. Ok, on a les sources lumineuses et on a les objets qui diffusent. Ok, alors vous avez peut-être entendu parler de ça au cycle, de l'addition de l'addition des couleurs et de la soustraction des couleurs. Ça vous dit quelque chose? Quand vous avez une source, la source additionne les couleurs entre elles. Si elle émet 3 couleurs différentes, ces 3 couleurs vont s'additionner pour former par exemple du blanc. Ici, c'est différent. Quand vous recevez 3 couleurs, la couleur qui s'en va, c'est la couleur qui n'est pas absorbée. Donc, ce n'est pas le même genre d'addition, c'est une soustraction des couleurs. Et on a des règles pour ça qui sont données ici. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle la synthèse additive. Ça, c'est la synthèse qui se produit, par exemple, dans le soleil, dans toutes les sources lumineuses. Si une source émet les 3 couleurs fondamentales, on peut former toutes les couleurs existantes avec 3 couleurs fondamentales, qui sont le rouge, le vert et le bleu. Si vous émettez ces 3 couleurs fondamentales en même temps, la couleur apparaît comme du blanc. Si vous prenez du vert et du bleu, ce sera du cyan. On va voir dans un instant ce que c'est que le cyan. Du rouge et du bleu, ça vous donne du magenta. Du rouge et du vert, ça vous donne du jaune. Alors pour ça, j'aimerais vous montrer que j'ai quelque part ici dans un des onglets. Tac, tac, voilà, c'est cet onglet-là. Ok? Donc vous avez... où est-ce que c'était? Vous avez la synthèse additive. Ça, c'est par exemple le soleil. Hein? Est-ce que vous voyez ma souris quand je la déplace sur l'écran? Vous voyez, vous voyez la souris. Ok. Donc, imaginez qu'une source émette du bleu et du rouge. Eh bien, ce que vous allez voir, vous, c'est du magenta, qui est cette espèce de rose. Ok? Imaginez qu'une source émet du bleu et du vert, ce que vous allez voir, c'est du cyan, cette espèce de bleu clair. Si vous émettez du vert et du rouge, vous allez voir du jaune. Hein? Et maintenant, si vous émettez du vert, du bleu et du rouge, eh bien, vous allez voir du blanc. Et ça, c'est le cas du soleil. Bon, le soleil, il est entre blanc et jaune. Okay, c'est une étoile qui a assez peu de bleu, qui a plus de vert et de rouge. Donc la lumière du soleil, elle est par ici, elle est blanc-jaune.
Et vous voyez d'après ce graphique que le blanc, c'est vraiment l'addition des 3 couleurs fondamentales. Ok? Donc c'est une synthèse additive. D'accord? Maintenant, si vous prenez un objet qui est éclairé, ok? Par exemple, vous éclairez un objet, alors comment ça marche ce truc? Avec du jaune et du magenta, vous allez le voir rouge. Si vous éclairez un objet avec du magenta et du cyan, vous allez le voir bleu. Si vous éclairez un objet avec du cyan et du jaune, vous allez le voir vert. J'ai pas envie de passer 3 jours là-dessus, sur ce modèle des couleurs. Et puis si vous éclairez un objet avec du jaune, du magenta et du cyan, il va pas avoir de couleur. Mais remarquez que ces deux graphiques, je les avais quelque part, les deux, voilà, ils sont très différents. Ok? D'abord, ici, le cyan, le magenta et le jaune, ils sont à l'intérieur, ce sont des sommes. Ici, le cyan, le magenta et le jaune, ils sont à l'extérieur. Ok? Tout ça pour dire que la couleur des objets qui émettent de la lumière et la couleur des objets qui reflètent cette lumière, ça fonctionne différemment. Je ne vais pas rentrer dans ces histoires-là dans le détail. Et le truc qui est intéressant, que moi j'aime bien raconter, c'est que quand on éclaire une plante en vert, elle meurt. Hein, on a l'impression que donner de la lumière verte à une plante, c'est un acte de générosité, parce que les plantes sont vertes. Ben non, les plantes, elles ne sont pas vertes. Et elles n'ont aucune couleur, les objets n'ont aucune couleur. Simplement, ils rediffusent vers vous une des couleurs qu'ils reçoivent. Et c'est ça qui donne l'aspect à l'objet, c'est ça qui donne l'impression qu'il a une couleur. Ok, on fait quelques exercices, ou qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez faire des exercices? Allez, on essaye. Je vous en fais faire un, et puis le reste, on fera pour la semaine prochaine. Alors, maintenant, je me remets ici. Voilà. Donc, on a quelques petits exercices, pas sur ces histoires d'addition de couleurs, parce que ça, c'est... Ouais. Moi, je trouve... Je suis pas passionné par ces trucs-là, pour être très honnête. Mais maintenant, une relation entre la fréquence et la longueur d'onde. Ok? On vous dit la fréquence d'un rayon lumineux bleu vaut 6,5 par 10-14 Hz. Muy bien. La fréquence, c'est 6,5 fois 10 puissance 14 Hz. Okay? Et on vous demande la longueur d'onde dans l'air. Alors, quelle est l'équation qui relie ces deux grandeurs? On l'a vu tout à l'heure, on l'a écrite tout à l'heure. Je voulais même réexpliquer. La relation, c'est C égale lambda fois fréquence. Où C est la vitesse de la lumière dans l'air, lambda est la longueur d'onde, F est la fréquence. Donc maintenant, si on vous demande de calculer la longueur d'onde, c'est pas très compliqué. Ok? La longueur d'onde, ce sera simplement la vitesse de la lumière divisée par la fréquence, et cette vitesse de la lumière que je devrais prendre, c'est évidemment la vitesse de la lumière dans l'air. Vous vous souvenez de la vitesse de la lumière dans l'air? Allô, allô? Vas-y, Ravitan. La vitesse de la lumière dans l'air, c'est 300 000 km/s, à peu près. En première approximation, on estime que la vitesse de la lumière dans l'air, c'est la même que la vitesse de la lumière dans le vide. Donc la vitesse de la lumière dans le vide, c'est 3 par 10 puissance 8 mètres par seconde, donc 300 000 km/s. Et je divise par la fréquence,
qui est de 6,5 par puissance 14. Ok? Alors ça fait combien ça? 3 sur 6, 5. Ça fait combien? 3 sur 6, 5. Ça fait 0,45, un truc comme ça. 3 divisé par 6, 5, ça fait 0,46 environ. 0,46 fois 10 puissance combien? 8 moins 14, ça fait moins 6. D'accord? Alors, moi, je vais vous le noter comme ça. Je vais vous le noter comme 460 par 10 puissance moins 9 mètres. Et donc ça, vous pouvez dire que c'est 460 nanomètres. Les longueurs d'onde des rayons lumineux sont généralement données en nanomètres. Si on revient au tableau qu'on avait avec nos différentes fréquences pour le spectre électromagnétique, ok. De quelle couleur on parlait là? Je suis à la masse, je ne sais plus de quelle couleur on parlait. C'est du bleu. Ok. Alors, le bleu, il est là. Et vous voyez qu'on est entre 400 et 500 nanomètres de longueur d'onde. Nous, on a trouvé 460, c'est parfait. Ok. Donc là, le bleu, il est centré à 460 nanomètres. Ok. Et donc, il y a toujours cette relation entre la fréquence et la longueur d'onde qui dépend de la vitesse de la lumière. Maintenant, si je veux m'intéresser à savoir quelle est la vitesse de la lumière, quelle est la longueur d'onde dans l'eau, comment est-ce que je fais? Bien, je reprends cette relation-là. Simplement, maintenant, je l'écris comme ça. Il faut que je dise que la vitesse est égale à la longueur d'onde fois la fréquence, mais la vitesse, cette fois-ci, c'est la vitesse dans l'eau. Et la vitesse de la lumière dans l'eau, on vous le dit là, c'est 225 000 km/s. C'est pas 300 000, c'est 225 000, c'est un peu plus lent. Ok? On travaille la longueur d'onde, c'est la vitesse de la lumière dans l'eau. Dans l'eau, CO divisé par la fréquence. CO, c'est 2,25 par 10 puissance 8 mètres secondes. J'ai transformé 225 000 km/s en 225 millions de mètres par seconde. Et puis la fréquence, on l'avait déjà, c'est la même, c'est 6,5 fois 10 puissance 14. Alors maintenant, 2,25 divisé par 6,5, ça fait 0,16 à peu près. Ok, donc ça nous donne 0,16 par 10 puissance moins 6, c'est-à-dire 2,25 par 6,5, ça fait 0,16 par 10 puissance moins 6, ça fait 160 nanomètres. Donc dans l'eau, ça m'étonne un peu. Ah bah oui, dans l'eau, la vitesse est plus faible, mais ça me semble... Non, mais c'est faux ce calcul. C'est faux, c'est pas possible. 2,25 sur 6,5, ça fait pas ça. 2,25 divisé par 6,5. Ah voilà, je me disais bien que c'était pas possible. Ça fait 0,34, je sais pas ce que j'ai fait avec la calculatrice, ou 0,35, ok. Et donc là, vous avez une longueur d'onde. Vous avez une longueur d'onde qui est de 350 nanomètres pour ce bleu qui se déplace dans l'eau. La fréquence est la même, mais la longueur d'onde est différente. Elle dépend de la fréquence dans le milieu. On continue ou on arrête, puis on fait la semaine prochaine? Moi, je trouve la semaine prochaine, c'est un bon plan. C'est un bon plan. Ok. Ouais.
Vous essayez de les faire pour la semaine prochaine, ces exercices. Hein? Et puis pour la semaine prochaine, il faudra que je trouve un truc à vous raconter parce que là, le cours... ouais, il y a encore des exercices, il y a autres phénomènes. Ouais, on va voir. Ok? Donc, continuez exercice à partir d'ici pour le 18.5. Et puis, je vais pas... C'est bon, on a fait 1h30, il n'y a pas de problème. Ok? Question? J'ai pas toujours été très clair, je suis désolé. Vous avez des questions? Vous avez des... Non? Non, ça va. C'est bon? Non, c'est bon. Ok. Alors, bah écoutez, merci, je vous laisse et puis à la semaine prochaine. Hein? Au revoir. Et puis je mettrai la vidéo en ligne. Au revoir.